Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette capsule qui est là pour une chose en fait, clarifier ensemble les contenus d'enseignement en histoire dans le cadre du nouveau cours de sciences humaines. Alors, au programme aujourd'hui, on va commencer par parler d'un défi, un défi qu'on rencontre tous, je pense. Ensuite, on va voir la clé qui nous est proposée pour y répondre. On regardera comment ça s'applique en pratique et enfin, on verra comment tout ça peut donner beaucoup plus de sens à nos apprentissages. Alors, commençons par le défi, le fameux jusqu'où aller. C'est vraiment la question qui revient tout le temps quand on doit s'approprier de nouveaux contenus d'enseignement. Prenons un exemple très concret. Est-ce qu'on doit vraiment faire apprendre par cœur les 95 thèses de Luther? Bon, cette question elle est symptomatique d'une angoisse bien réelle, celle de se perdre dans les détails, de ne pas savoir où s'arrêter. Et ce n'est pas la seule question, bien sûr. On a aussi, doit-on aborder toute la mythologie antique, les dieux grecs, les pyramides? Et la contre-réforme, on en fait quoi? Est-ce qu'il faut vraiment comparer en détail Luther, Calvin et Zwingli? On voit bien, toutes ces interrogations, elles viennent d'une même pression qu'on se met souvent, vouloir être exhaustif. Mais cette course à l'exhaustivité, elle est épuisante, pour nous et pour les élèves. L'enjeu principal, il est donc là. Il ne s'agit pas de faire le tour d'une thématique, de tout dire sur tout, non. L'enjeu, c'est de réussir à cadrer la matière pour lui donner du sens. Alors, comment on fait? Eh bien, le programme nous offre une clé. Et cette clé, c'est le concept de multiculturalité. C'est lui qui va nous servir de fil conducteur pour toute l'année. Donc, la multiculturalité. Qu'est-ce que c'est? Dans ce contexte, c'est un concept qui est directement lié à une visée transversale du programme, se connaître et s'ouvrir aux autres. L'objectif, c'est donc bien d'ouvrir l'élève à la diversité des cultures. Ce n'est pas juste un contenu de plus, c'est vraiment une perspective. Et c'est là que ça devient vraiment un outil pour nous. Parce que ce concept de multiculturalité, il a plusieurs fonctions. Il va nous guider pour orienter nos leçons, il va servir de fil conducteur pour relier les différentes thématiques entre elles, il va nous donner un cadre pour justement définir les limites de la matière, et surtout, il va nous permettre de faire le lien entre le passé et le monde d'aujourd'hui. Ok, tout ça c'est bien beau en théorie, mais en pratique, comment ça marche? Comment on articule les moments clés, les attendus d'apprentissage et ce fameux concept? La première chose, et c'est crucial, c'est de bien faire la distinction entre deux types d'informations dans le programme. D'un côté, on a les contenus d'enseignement. Ça, c'est pour nous. Ce sont des supports, des propositions, comme le moment clé de la réforme. Ce ne sont pas des savoirs à faire mémoriser tels quels. De l'autre côté, il y a les attendus d'apprentissage. Ça, c'est pour l'élève. C'est ce qu'il ou elle doit être capable de faire à la fin. Par exemple, expliquer une controverse. Le moment clé, c'est le véhicule. L'attendu d'apprentissage, c'est la destination. Et ce tableau, il illustre parfaitement ce changement de perspective. Prenons les polythéismes antiques. La question angoissante, c'est « dois-je lister tous les dieux ?» Non. L'attendu cible, c'est de différencier polythéisme et monothéisme, et le lien avec la multiculturalité, c'est de comprendre comment des croyances différentes émergent et interagissent. Pareil pour la réforme. On oublie le « faut-il détailler les 95 thèses ?» et on se concentre sur l'attendu, expliquer une controverse. Et là, le lien est évident, on analyse une rupture qui a fait naître de nouvelles identités culturelles. Pour nous aider à cibler nos activités, il faut aussi être attentif aux verbes opérateurs dans les attendus. Quand on demande d'exemplifier, on cherche à ancrer un concept dans du concret, un exemple, une date, une situation. Quand on demande d'expliquer, on va plus loin. On veut que l'élève montre qu'il a compris le pourquoi et le comment, les liens de cause à effet. Et enfin, à noter, c'est travailler la dimension temporelle, mettre en évidence ce qui change, ce qui reste, les ruptures. Et tout ce travail de cadrage, au final, il a un but bien précis. Donner du sens aux apprentissages. C'est vraiment ça, le cœur de notre démarche. Parce qu'en inscrivant chaque thématique, chaque moment clé dans cette perspective historique, liée à la multiculturalité, eh bien l'histoire se met à parler à l'élève. Elle éclaire son présent, le monde dans lequel il vit. D'ailleurs, le programme le dit très bien dans ses fondements. Enseigner l'histoire, c'est proposer des pistes de compréhension du présent et de construction du futur. Je trouve que ça résume parfaitement notre mission. Donc, pour résumer, quels sont les bénéfices de cette approche? D'abord, ça nous donne un cadre de planification vraiment clair. Ça répond de manière très concrète à la fameuse question « jusqu'où aller ?» Ça donne du sens à chaque moment clé qu'on étudie. Et du coup, ça rend l'apprentissage de l'histoire beaucoup plus pertinent pour l'élève. Et pour nous, ça permet de couvrir le programme de façon efficace et, surtout, cohérente. Alors, si on devait retenir une seule chose, une sorte de question guide à se poser avant chaque leçon, ce serait celle-ci. En quoi l'attendu que je travaille aujourd'hui illustre-t-il le concept de multiculturalité?
Si on garde cette question en tête, on a notre boussole. Elle nous guidera de manière sûre à travers tout le programme. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute.